Tout de suite, on ouvre la première partie du talk du jour et on va parler souveraineté, on va parler bureautique, on va parler data et éducation nationale, un bras de fer, éducation versus GAFAM, c'est tout de suite. Et pour en parler à nos côtés aujourd'hui, Gabrielle Aubon, vous êtes directrice conseil de Media Meeting, la société, le studio de podcast qui justement propose en ce moment une série formidable, ça s'appelle Esprit d'équipe et on revisite même avec vous les différents métiers, je les mets au pluriel vraiment, de l'éducation nationale, on en parle dans un instant. Philippe Pinault, vous êtes le PDG et cofondateur de Talk Spirit et c'est vous qui poussez ce cocorico avec le collectif Fab 8, ou Fab 8 d'ailleurs, je devrais le mettre en français. Les éditeurs de logiciels justement français, vous affirmez que vos solutions bureautiques sont en mesure de remplacer celles des GAFAM et vous l'affirmez pour une bonne raison. On va revenir justement sur les faits qui nous occupent aujourd'hui. Le 30 août dernier, le député Philippe Latombe questionne le gouvernement sur le bien fondé pour l'éducation nationale de s'équiper d'ailleurs d'outils comme Microsoft Office 365 ou Google Workspace. Motif de l'élu vendéen, la gratuité de ces solutions considérées comme du dumping et de la concurrence déloyale. Et puis la conformité au RGPD, le règlement européen sur les données personnelles. Question posée le 30 août, réponse le 15 novembre, évidemment. C'est pour ça qu'on vous en parle. Le gouvernement dit oui, 2 fois oui. D'abord, la gratuité illimitée n'est pas compatible avec la concurrence saine entre les acteurs qui pourraient travailler avec le ministère. Et puis, la protection des données, la doctrine est claire, stop au déploiement des extensions de Microsoft ou de Google qui seraient contraires au RGPD. Bilan des courses, Philippe, les établissements scolaires vont devoir s'en passer. Ça vous réjouit ? Oui, absolument, parce que effectivement, avec les 7 autres co-signataires de cette tribune, nous avons voulu rappeler qu'il existe en France tout un ensemble de solutions matures qui existent déjà depuis de nombreuses années, qui représentent déjà plusieurs millions d'utilisateurs. Il existe des alternatives françaises qui respectent effectivement le cadre de la RGPD et plus largement en fait de cette doctrine cloud au centre, cloud de confiance que le gouvernement a mis en place l'année dernière, notamment avec la DINUM, la direction interministérielle du numérique, et qui avait déjà rappelé à cette époque que ces solutions américaines n'étaient pas conformes et qu'il était temps de stopper, en fait il était nécessaire de stopper leur déploiement ou le déploiement de projets futurs. Et là effectivement avec cette réponse très claire du gouvernement à la question de Philippe Latombe, ils enfoncent le clou et nous espérons effectivement que le ministère de l'Éducation se tournera vers ces solutions qui peuvent incarner cette alternative souveraine pour tout ce qui concerne finalement le travail au quotidien des collégiens, des lycéens. Donc le travail au quotidien, c'est principalement aujourd'hui de la messagerie, de la visioconférence, du partage de fichiers, bref, tout ce qui permet de travailler de façon simple. Mais c'est ô combien nécessaire dans aujourd'hui des modes de travail qui se sont de plus en plus déplacés sur du travail sur des solutions cloud. Complètement, parce qu'on parle là très concrètement en effet de solutions qui sont utilisées en même temps par les enseignants, par les élèves. Ça veut dire quoi? Qu'il faut sanctuariser les usages numériques à l'école? Je crois que ce qu'il faut d'abord, c'est, donc ça a été fait, c'est reconnaître le caractère non conforme des solutions qui sont actuellement déployées par le ministère. Et on voit bien comment elles ont été déployées par la gratuité, de façon illimitée, ce qui empêche finalement un appel au marché et donc une mise en concurrence des acteurs. Donc ça, c'est un premier point. Donc vous, en tant qu'acteur, nous ne sommes absolument pas consultés aujourd'hui par quelconque appel d'offres lorsqu'il s'agit d'outiller telle ou telle partie du ministère de l'Éducation. Et ce qui est, également demandé, c'est le respect de la loi, tout simplement. Et cette loi, aujourd'hui, c'est la loi que s'est donnée donc l'Europe, la directive européenne en matière de protection des données. Qui est le règlement général sur la protection des données, voté en mai 2018. Tout à fait. Et donc qui vise à protéger les données de nos citoyens et notamment de les prémunir contre ce qu'on appelle l'extraterritorialité des données, c'est-à-dire le transfert des données donc sous une juridiction américaine qui leur donne un droit d'accès, de regard à l'ensemble des données que nous hébergeons aujourd'hui sur le cloud. Alors on va revenir justement sur ces grandes notions fondamentales, notamment de souveraineté, mais d'abord juste sur la gratuité et l'illimité justement de cette solution. Ça veut dire que très clairement, dans un premier temps, la solution étant gratuite, on la fait rentrer dans les usages justement de ces élèves qui sont aussi les citoyens tech de demain. On les soumet
à une dépendance? C'est ce que vous dénoncez aussi avec le collectif? Oui, tout à fait. Donc effectivement, les acteurs américains aujourd'hui ont bien compris, je dirais, comment créer finalement cette, pas dépendance, mais en tout cas cette adoption dès le plus jeune âge de leur solution, donc pour former aussi bien ces collégiens, ces étudiants aux solutions qui seront dans leurs environnements de travail demain. Et donc effectivement, cette technique bien nous est très largement défavorable, puisque nous n'avons pas aujourd'hui la capacité à proposer des alternatives auprès des collèges et lycées. Oui, je comprends bien votre souci justement du fait que la concurrence soit pleinement respectée, mais est-ce que le fait que le ministère se soit tourné dans un premier temps vers des solutions gratuites, ça ne met pas aussi en lumière tout simplement le manque de moyens de l'éducation nationale? Non, je crois qu'il y a d'abord un manque de volonté, de politique, pour accompagner finalement le déploiement de solutions alternatives qui permettraient donc à la fois de proposer une offre concurrentielle, mais aussi de respecter le cadre légal. À nouveau, il y a aujourd'hui donc plusieurs acteurs. Alors je voudrais quand même juste les citer. Donc, oui, ce collectif, c'est Jalios, Jamespot, Netframe, Twek, Wimi, Waller et bien sûr donc Talkspirit. Et donc ce que nous demandons simplement, c'est de pouvoir nous exprimer, de pouvoir faire jouer la concurrence dans un cadre tout à fait loyal et avec effectivement des solutions qui respectent le cadre légal. Alors concrètement, si du coup on abandonne des solutions comme celle de Microsoft ou de Google, on se tourne vers ces solutions alternatives, concrètement, est-ce que les solutions que vous proposez chez Talkspirit ou Waller ou les autres composants et partisans de ce collectif avec lesquels vous signez cette tribune, les solutions, elles sont interopérables avec celles que les élèves, que les enseignants utilisent? Les solutions sont bien sûr interopérables, puisque aujourd'hui, alors simplement pour vous redonner une autre donnée, Microsoft, Google, c'est 80% à peu près du marché en France. Dans les entreprises, dans les collectivités. Et donc, nous travaillons déjà, bien évidemment, avec ces solutions en complémentarité. On s'imagine bien que c'est pas du jour au lendemain que l'éducation nationale va basculer. Par contre, nous voulons effectivement rappeler à ce ministère et à l'ensemble des acteurs publics qu'il est temps d'ouvrir en fait progressivement une place à ces offres alternatives qui respectent le cadre légal pour qu'on puisse aussi, bien tout simplement, entrer dans ces marchés-là qui aujourd'hui nous sont totalement bloqués, tout simplement. Ouais, ce que vous dites en clair, c'est qu'il faut arrêter de se tirer une balle dans le pied et justement ouvrir les marchés aux solutions européennes et françaises pour pouvoir aller plus loin. Vous le soulignez tout à l'heure, tout comme le député Philippe Latombe dans sa première question, ça marque un problème grave de souveraineté. Alors cette souveraineté numérique, c'est devenu un véritable poncif, un véritable buzzword. C'est presque comme si on était chat perché quand on sort la carte souveraineté numérique dans un débat aujourd'hui dans cet écosystème, mais c'est surtout une affaire aussi de démonstration concrète que cette souveraineté, elle est effective, elle est justement là dans les faits. La souveraineté numérique, pour vous, Philippe, c'est quoi? C'est une question avant tout d'indépendance industrielle, économique, culturelle, les trois mots en général? Oui, tout à fait, absolument. Alors j'aime beaucoup cette image qu'utilise Philippe Reynaud, le patron de Free, qui dit en fait le cloud, c'est travailler en fait pour soi sur l'ordinateur d'un autre. Et ça illustre bien en fait ce que cela veut dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous travaillons sur des ordinateurs et sur des serveurs en fait qui sont américains et qui donnent un droit d'accès en fait aux autorités américaines à tout ce que nous produisons. Et je pense qu'il faut arrêter d'être naïf en fait dans ce domaine-là. On a pu le voir avec l'affaire Snowden. C'est une réalité. Aujourd'hui, nos données ne sont pas protégées. Et donc, nous voulons rappeler évidemment cet élément qui est important et fondamental dans nos souverainetés. Nous devons un droit de protection, de respect des données, de l'ensemble des citoyens européens. Et donc, cette question de souveraineté, elle est fondamentale pour la France, mais aussi pour l'Europe, pour être un acteur demain qui a sa place, tout simplement, sur la scène mondiale, de la même manière qu'aujourd'hui, les Américains, les Chinois, les Russes, protègent aujourd'hui cette souveraineté au travers à la fois du légal, mais également des politiques incitatives d'achat. Alors les Américains ont Buy American Act. Exactement. Et donc nous souhaitons en fait et nous appelons l'Europe à se doter d'un même dispositif pour tout ce qui concerne les données, on va dire sensibles, que nous manipulons aujourd'hui au quotidien. Oui, vous le rappelez, c'est une question, et on ne la minore pas du tout, de sécurité, même des données, et de sécurité informatique et plus que... Vous le disiez aussi, c'est une question de business. C'est un gros mot en Europe de dire qu'on veut aussi protéger
son marché, son business? Évidemment, et nous avons besoin de moyens pour le faire. Enfin, le marché du cloud aujourd'hui, c'est un marché qui est considérable. Il est chiffré en fait en France à plus de 25 milliards de dollars pour 2025, donc demain. Aujourd'hui, les acteurs français ne pèsent que 1,8 milliard de dollars sur ce marché, donc il y a encore, je dirais, il y a une place à prendre. Et nous avons besoin effectivement de ces financements pour pouvoir faire grandir nos entreprises, développer notre innovation, mais d'être tout simplement compétitifs. Et donc, ce que nous demandons en particulier au gouvernement, et nous espérons que cet appel sera relayé par des politiques, c'est qu'à minima 50% des appels d'offres puissent inclure des acteurs européens lorsqu'il s'agit de faire appel au marché, et que 50% des investissements sur des nouveaux projets informatiques puissent s'adresser là aussi à des acteurs européens. Voilà. Et ce qu'il faut quand même avoir en tête lorsqu'on parle de l'éducation nationale, mais plus largement des acteurs publics, c'est qu'on parle quand même de l'argent du contribuable. Absolument. Et donc il serait quand même souhaitable à un moment que ces politiques de souveraineté qui sont aujourd'hui inscrites quand même dans le titre et dans la mission de Bruno Le Maire, qui est ministre de la souveraineté industrielle et numérique, soient tout à fait très bonne lecture de ce titre par des faits et des politiques qui vont dans le sens de ce qu'est la mission qui semble lui avoir été confiée. On revient dans un instant à cette question de la souveraineté qui est centrale avec vous, Philippe, mais je voulais élargir la discussion avec toi, Amélia, parce que là aussi, tu proposes, je remets ta casquette, là pour le coup, je te remets directement la casquette de cofondatrice de Coloris, qui est ta solution justement pour apprendre aux enfants à coder sans écran. Quand tu entres dans un marché justement scolaire avec l'éducation nationale, comme tu peux le faire en ce moment et avec les collectivités territoriales, toi, tu le vois dans les faits, tu es soumis justement à des appels d'offres sur lesquels on va te challenger sur des solutions proposées effectivement françaises et européennes. Ce que j'observe, et voilà, ce qui est assez saisissant, c'est que finalement, on a beaucoup de difficultés en tant que petite entreprise française à proposer nos solutions à ces marchés, même si on y arrive quand même, la preuve en est avec Coloris, et que finalement, c'est beaucoup plus facile pour ces grands acteurs de venir inonder le marché. Et donc, voilà, ça pose effectivement des questions de territoire des uns et des autres, et puis de politique globale par rapport à ces sujets de souveraineté. On a besoin de soutenir aussi la filière des entreprises de l'éducation plus petites, ce qu'on appelle les EdTech, parce qu'elles proposent des solutions hyper intéressantes aussi pour les enfants. Là aussi, Philippe, ce serait peut-être une solution aussi pour vous de vous adosser à ce mouvement de l'EdTech, des technologies de l'éducation qui commence justement à parler vraiment de façon extrêmement prégnante et concrète avec le ministère de l'Éducation nationale. Oui, tout à fait. Je pense qu'on a tous besoin, acteurs français, de visibilité, parce qu'effectivement, la plupart des donneurs d'ordre aujourd'hui ne considèrent pas, ou en tout cas ne mettent pas suffisamment d'attention sur des offres existantes sur notre marché. Je voudrais d'ailleurs à ce propos faire un petit coup de projecteur pour le collectif Play France Digital, qui référence, outre donc les acteurs de la digital workplace ou du travail collaboratif, tout un ensemble de solutions françaises qui sont prêtes avec des offres matures pour venir répondre aux besoins et aux enjeux bien de l'éducation nationale et plus largement des entreprises et des collectivités françaises. Et c'est vrai qu'on a commencé à y réfléchir, notamment au sein du gouvernement français. Vous citiez tout à l'heure la DINUM, qui justement est cette direction interministérielle qui s'occupe de la coordination et de la cohérence aussi des politiques en matière de numérique au sein du gouvernement. Il y a notamment une initiative qui a été prise au printemps dernier qui s'appelle le sac à dos numérique des agents justement de la fonction publique. L'idée, c'est de pouvoir remplir ce sac à dos, alors virtuel, je vous rassure, de solutions justement françaises et européennes pour leur permettre de pouvoir s'emparer justement de ces solutions de façon extrêmement concrète. Un des premiers outils notamment qui est mis dans ce sac à dos, c'est un logiciel de partage pour fichiers volumineux en 8 transferts, si j'ose dire, finalement européens ou français. Ça va dans le bon sens selon vous ? Oui, tout à fait. Je pense que s'il est important que la DINUM puisse se faire le relais en fait des solutions existantes. Nous aimerions que la DINUM d'ailleurs ouvre ce sac à dos à un nombre plus important de solutions, puisqu'aujourd'hui il y a plutôt un caractère plus exclusif donné à seulement quelques solutions. Quelques types de solutions. Voilà, exactement. Donc je pense que c'est aussi important que la DINUM joue le rôle de relayer plus largement pour qu'il y ait des mises en concurrence qui puissent être effectuées auprès des collectivités
qui s'intéresse finalement à ces différents sujets, mais ça va effectivement dans le bon sens. Je crois que sur les solutions alternatives, vous travaillez notamment déjà avec des écoles, alors elles ne sont pas forcément toutes publiques, vous travaillez notamment avec l'école Boulle ou l'Institut des Beaux-Arts de Besançon. Concrètement, comment ça se passe en pratique? Eh bien, tout simplement, la solution se déploie en ligne, donc sans qu'il y ait besoin de faire appel à un projet de type informatique, et elle est immédiatement opérationnelle pour permettre donc l'ouverture de classes et donc de groupes pour pouvoir faire du partage de fichiers, de l'hébergement de partage de documents, de fichiers, de la visioconférence, du chat. Évidemment, la messagerie aujourd'hui joue un rôle extrêmement important. Et donc, voilà, le déploiement se fait de façon très naturelle parce que les solutions aujourd'hui sont ergonomiques, simples d'usage et déjà très largement éprouvées par le marché. Je reviens justement à cette notion d'interopérabilité qu'on citait tout à l'heure. Elle est fondamentale parce qu'on se dit aussi que si l'éducation nationale doit se doter de ces outils justement français et européens, il faut qu'ils soient exploitables sur l'ensemble des académies et du territoire. Donc il y a vraiment aussi ce souci de cohérence tout simplement de l'outil. Et c'est l'un des points forts, je pense, des solutions françaises ou européennes, c'est avoir ce souci en fait de l'interopérabilité des données et de ne pas en fait, comment dirais-je, rendre les acteurs prisonniers en fait des solutions qui hébergent ces données. Donc nous sommes déjà habitués en fait, de par les appels d'offres tout simplement auxquels nous soumettent nos clients, à nous engager sur l'interopérabilité donc de nos solutions. Et donc encore une fois, nous sommes prêts aujourd'hui à répondre aux besoins de l'éducation nationale pour pouvoir travailler avec différentes solutions qui viennent en alternative des américaines.